Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Qui n'a jamais rêvé d'être une star de cinéma? Elles sont sûres d'elles, séduisantes, heureuses, courageuses. Mais ce n'est que pure illusion. À moins que... Londres, fin de soirée. La personnalité mondaine Rita Simons rentre chez elle. Quand soudain... Ceci n'était pas un tournage. Il n'y avait aucune caméra. Heureusement, Rita Simons fut sauvée par le célèbre acteur... Tom Cruise? Ce n'est pas la seule fois que Tom Cruise allait sauver quelqu'un dans la vraie vie. Il l'a fait à au moins 5 occasions différentes. Et il n'est pas le seul. Pendant que vous restiez spectateur, Tom Cruise a agi de manière à devenir un héros bien réel. Plus heureux, plus amoureux et plus sûr de lui. Si je vous disais que, d'après une nouvelle science émergente, vous aussi, vous pourriez faire la même chose. Il paraît que nous pouvons changer par le biais de la pensée positive. Mais nous pourrions certainement transformer encore plus nos vies simplement en jouant. En jouant quelqu'un de plus heureux, quelqu'un qui a davantage confiance en lui, quelqu'un de courageux. Ou même en jouant quelqu'un d'amoureux, comme une star de cinéma. Car finalement, l'essentiel n'est pas tant ce que nous pensons, que le rôle que nous jouons. Je m'appelle Albert Nerenberg. Je suis rirologue. Mon travail consiste à faire rire les gens, mais je ne le fais pas d'une manière conventionnelle. Je ne fais qu'utiliser le rire. Un jour, voici ce qui s'est passé. Excusez-moi, tout cela est faux. Il se trouve que cet homme avait raison. Cette forme d'exercice de rire fonctionne en faisant jouer d'abord un comportement qui déclenche ensuite une émotion réelle. Cet incident m'a amené à établir un lien étrange. Est-ce que nous pourrions utiliser le jeu dans d'autres domaines? Voici un exemple concret. Il semblerait que l'acteur Tom Cruise soit devenu exactement le personnage qu'il interprète à l'écran. Un héros courageux, qui arrive toujours à temps, comme dans cette scène de Mission Impossible 3. Est-ce que c'est une simple coïncidence, ou est-ce qu'il est possible que, comme Tom Cruise, si nous jouons un personnage avec conviction, nous puissions le devenir? Ceci a été observé par le célèbre poète Leonard Cohen. Imitez ce que vous aimeriez devenir et vous deviendrez bientôt ce que vous imitez. Les acteurs connaissent aussi ce phénomène. Quand on interprète un rôle, est-ce qu'on reste notre personnage à la ville? Une fois qu'on n'est plus sur une scène ou sur un plateau, qu'on a enlevé son costume, qu'on est rentré chez soi, une fois qu'on n'est plus Wonder Woman ou je ne sais qui, est-ce que ce personnage a déteint sur nous? Cette question pourrait-elle s'appliquer à la majorité d'entre nous? Il paraît que nous sommes ce que nous mangeons, mais sommes-nous ce que nous faisons? Est-ce que jouer quelqu'un de dépressif nous rend dépressifs? La dépression a atteint des niveaux épidémiques dans nos sociétés modernes, selon de nombreux chercheurs. Voilà ce qui est vraiment fou. Est-ce que ceci pourrait être dû en partie à notre façon de nous comporter? Est-ce que nous sommes déprimés parce que nous jouons à être déprimés? Si on regarde l'évolution de l'humanité et la manière dont elle s'est développée historiquement et même préhistoriquement, on s'aperçoit que durant des centaines de milliers d'années, nous avons été une espèce nomade. Nous nous sommes déplacés par petits groupes de chasseurs-cueilleurs, et c'est dans cette interaction avec le monde que nous avons tout appris.
Le docteur Gabor Maté est célèbre pour son ouvrage sur la dépendance et la maladie. Il est de plus en plus convaincu que le principal dilemme de l'humanité trouve son origine dans la séparation de nos esprits et de nos corps. Selon lui, lorsque nous nous déconnectons de notre corps, nous perdons toute capacité physique à agir. La civilisation se détache de plus en plus de la Terre. Elle s'immobilise de plus en plus. Et cette immobilisation sépare immédiatement le corps de l'esprit. Nous devenons plus seuls, plus isolés, complètement sédentaires. Nous vivons dans nos esprits et nous avons abandonné nos corps. Si la rétro-ingénierie peut conduire au bonheur ou à la dépression, est-ce qu'elle est capable aussi de conduire à la confiance en soi ou à la fierté? Voici probablement la conférence la plus regardée de tous les temps. La psychologue d'Harvard, Amy Cuddy, y présente un nouveau concept qu'elle a baptisé « les postures de force ». D'après elle, le simple fait de mimer ces postures modifie notre chimie corporelle, de telle sorte que nous nous sentons plus forts et que nous donnons aussi l'impression d'être plus forts. Quand on se sent fort, on grandit. Quand on se sent faible, on rapetisse. Est-ce que cela change nos émotions et notre comportement? Est-ce qu'il est possible que notre langage corporel influence notre ressenti? De nos jours, on se tient très souvent comme ceci. Cette posture est la posture d'une personne déprimée. Et on passe beaucoup de temps dans cette position. Est-ce que quelque chose d'aussi anodin pourrait influencer notre perception de nous-mêmes? C'est un aspect très important. Comment exprime-t-on sa force, son statut et sa domination dans le monde animal? On sait aujourd'hui que les dominants ont tendance à prendre plus d'espace. Les documentaires animaliers montrent souvent des animaux en situation de confrontation violente. Mais en réalité, les animaux prennent une quantité considérable de poses et de postures diverses pour éviter de se blesser dans un affrontement physique. Le monde animal est beaucoup plus théâtral qu'il n'y paraît. Les recherches d'Amy Cuddy ont fait l'objet de controverses, car d'autres chercheurs n'ont pas pu arriver aux mêmes conclusions. En revanche, son concept de posture de force a conquis le grand public. Amy Cuddy a présenté ses travaux jusque dans le Late Show. Beaucoup de gens vous connaissent pour ce qu'on appelle les postures de force. C'est vrai. Qu'est-ce qu'une posture de force? Si vous terminez premier d'une course, en franchissant la ligne d'arrivée, que faites-vous? Les postures de force nous rendent plus forts. Que se passe-t-il si nous en prenons constamment? Est-ce que ça changera notre personnalité? Si vous pensez que l'acte héroïque de Tom Cruise est un cas isolé, vous vous trompez. D'après les médias, il a sauvé des gens à au moins 5 reprises. Tom Cruise a aidé 2 jeunes garçons qui risquaient d'être écrasés par ses propres fans. Il a aidé à sauver une famille prisonnière d'un bateau en feu au large des côtes françaises. Il est venu à l'aide d'un photographe qui était tombé alors qu'il le prenait en photo. Et sous le regard des badauds, Tom Cruise s'est précipité au secours d'une femme qui venait d'être renversée par une voiture. Certains de ces sauvetages réels ressemblent étrangement à des scènes qu'il a tournées dans ses films. S'il s'agit d'un réflexe comportemental, il serait alors parfaitement logique que d'autres acteurs agissent de la même manière. Il s'avère que c'est le cas. Harrison Ford, qui interprète souvent des rôles de héros, a sauvé un randonneur gravement malade en prenant les commandes de son propre hélicoptère et en se posant au sommet d'une montagne. Dans le film Triple X, l'acteur Vin Diesel réalise un sauvetage à moto. Dans la vie réelle, il a extrait 2 enfants d'un véhicule en flammes sur une autoroute californienne. Kate Winslet, l'héroïne du film Titanic, séjournait dans la villa de Richard Branson sur une île des Caraïbes lorsque celle-ci prit feu après avoir été frappée par la foudre. Les médias rapportèrent que Kate Winslet avait sauvé la mère de Richard Branson. Parmi la vingtaine de personnes présentes dans la villa, l'actrice Kate Winslet a eu un comportement héroïque. Des acteurs incarnant des héros à l'écran qui deviennent des héros à la ville. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un curieux modèle comportemental? Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas tout. Les acteurs Brad Pitt,
Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lawrence, Clint Eastwood, Emily Blunt et Matthew McConaughey ont tous pris part à des sauvetages spontanés. Ce journaliste du San Francisco Chronicle a remarqué cette tendance et il pense qu'il s'agit d'un étrange produit dérivé de la culture cinématographique hollywoodienne. Tom Cruise est venu en aide à des accidentés de la route à 2 reprises. Et ces 2 sauvetages ont eu lieu en 1996, l'année de la sortie du premier Mission Impossible. Je vis ma vie en essayant de faire de mon mieux, comme tout le monde. C'est pour ça que vous sauvez des gens? Si une personne est en danger, je vais l'aider, sans hésiter. Bien que Tom Cruise soit une personnalité controversée, notamment pour ses liens avec la scientologie, il a développé un indéniable réflexe de sauvetage qui est apparu lorsqu'il est devenu un héros de film d'action, réalisant lui-même ses cascades. Des cascades tellement exceptionnelles qu'elles ont même fait la une de l'actualité internationale. De son propre aveu, l'actrice anglaise Emily Blunt n'était pas une actrice physique jusqu'à ce qu'elle travaille avec Tom Cruise sur Edge of Tomorrow et qu'elle commence à réaliser elle-même ses cascades. Sur le tournage du film Promenons-nous dans les bois, Emily Blunt a sauvé l'actrice Meryl Streep d'une chute potentiellement grave. Quand je regarde ces sauvetages impliquant des célébrités, la question que je me pose, c'est « Est-ce que je serais capable de faire ce qu'ils ont fait ?» Beaucoup de gens se la posent. Comment est-ce que je réagirais dans cette situation? Harrison Ford est probablement l'incarnation du héros de films d'action hollywoodien. Et il lui est arrivé un certain nombre de mésaventures qui ressemblent de près à certaines scènes de ces films. Est-il possible que des rôles tels que le courageux Indiana Jones ou le téméraire Han Solo aient influencé le comportement d'Harrison Ford dans la vraie vie? Harrison Ford a ignoré le protocole à l'aéroport du comté d'Orange en passant à seulement 25 mètres au-dessus d'un avion commercial rempli de passagers. Et comme dans une scène d'Indiana Jones, il a réalisé un atterrissage forcé sur un terrain de golf. Aussitôt, les médias relièrent cet événement à des scènes qu'il avait tournées par le passé. Fidèle à l'image que l'on connaît de lui à travers ses films, l'acteur rompu aux scènes d'aventure a une nouvelle fois défié la mort lors d'un atterrissage d'urgence. L'autre aspect, c'est que c'est un risque considérable pour eux de sauver des vies, de se mettre dans des situations dangereuses. Quand ils se glissent à l'intérieur d'une voiture en flammes pour sauver ses passagers, d'abord ils peuvent être tués, mais ils peuvent aussi être défigurés, ce qui mettrait un terme à leur carrière au cinéma. Le public voit un acteur accomplir des actes héroïques dans un film. Et une fois que celui-ci a quitté son rôle, il continue de le voir comme s'il était ce personnage. Il y a ce qu'on appelle le narcissisme situationnel. Quand on est traité d'une certaine manière, quand tout le monde nous traite comme si on était quelqu'un d'important, on finit par se sentir important. Je suis convaincue qu'il se produit le même effet quand on joue un rôle. Est-ce qu'il est possible que jouer le rôle d'un héros dans un film nous prépare mentalement à l'héroïsme? Philippe Zimbardo a inventé le concept de l'imagination héroïque. Une théorie selon laquelle les héros ont souvent des images mentales de ce qu'ils devraient faire avant de passer à l'action. Des acteurs qu'on connaît tous, qu'on les apprécie ou non, ont intégré un enchaînement d'actions qui peut être déclenché dans la vie réelle de la même manière que sur un plateau de tournage. Si vous avez porté secours physiquement à quelqu'un une dizaine de fois dans des films, peut-être même une dizaine de fois dans une seule scène, avec toutes les prises, vous êtes prêt. Vous vous imaginerez beaucoup plus facilement comme quelqu'un qui fait ça. Des études montrent que lorsque des gens vivent un incident traumatisant dans lequel ils n'ont aucun repère, ils restent souvent paralysés. En revanche, avoir à l'esprit des images de la façon dont nous pourrions agir pourrait venir à bout de cette paralysie. Les acteurs, qu'ils réalisent eux-mêmes leurs cascades ou qu'ils interprètent des situations dangereuses dans lesquelles ils prennent des risques pour porter secours aux autres, gardent en eux une prédisposition pour l'action. C'est une sorte d'appel
Quelqu'un hurle. S'ils sont sur un tournage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se précipiter, interpeller l'agresseur, lui casser la figure. Ça fait partie de ce qu'ils portent dans leur imaginaire. Ils ne se disent pas « Tiens, je pourrais être héroïque ». Ils font simplement face à une situation. Ils ont peut-être un film tout le temps présent à l'esprit. Et dès qu'une personne appelle à l'aide, ils sont prêts à intervenir, au lieu de se demander qui va le faire. Il semblerait que des acteurs comme Tom Cruise et Harrison Ford aient des images mentales de ce qu'ils peuvent faire dans une situation critique grâce aux films dans lesquels ils ont joué. Dans ces moments-là, il est fort probable qu'ils redeviennent leurs personnages. Toutes ces stars héroïques ont un point en commun. Dans la plupart des cas, elles réalisent elles-mêmes leur propre cascade. Nous vivons une époque où l'action gouverne pendant que la science semble acquiescer. De récentes études montrent que l'action prend presque toujours le dessus sur la pensée. Une étude a montré que les étudiants apprenaient beaucoup plus vite une leçon mimée que la même leçon étudiée dans un manuel. Le simple fait de lever les yeux au ciel peut améliorer l'humeur d'une personne. Ces études ont aussi montré que si nous voulons nous souvenir de quelque chose, il ne faut pas y penser, mais le dire à haute voix. La recherche sur nos caractéristiques physiques a ouvert le champ à un nouveau domaine de recherche nommé la cognition incarnée. Voici le professeur George Lakoff. Ce chercheur est considéré comme le père de la cognition incarnée. Lakoff a révolutionné les neurosciences en affirmant que toute pensée était nécessairement incarnée, ce qui signifie que le cerveau utilise le corps pour penser et peut-être aussi l'inverse. Toute pensée est physique. La pensée est physique, c'est la base. Voyons le problème sous cet angle. S'il n'existait aucun lien entre le cerveau et le corps, en admettant qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux, que serions-nous capables de penser? Des choses intellectuelles? Même pas. Il n'y aurait plus rien. Vous ne verriez plus rien, entendriez plus rien, ressentiriez plus rien. Il n'y aurait plus rien à penser. Si on pense à quelque chose, c'est forcément incarné. À l'université Columbia, le professeur Josh Davis a mis la théorie de la cognition incarnée à l'épreuve en créant un laboratoire qui lui est entièrement dédié. J'ai créé ce laboratoire parce que je pense que nous ne prêtons pas suffisamment attention à l'immense source de connaissances potentielles qu'il y a dans le fait d'être un être humain. Josh Davis parle en fait de notre corps. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à ne pas bouger. On nous fait croire que nous sommes simplement des cerveaux transportés par nos corps. Dans la cognition incarnée, le corps agit sur la pensée. Il peut même être à l'origine de nos pensées en modifiant notre façon de percevoir le monde. Nous voyons les choses différemment selon ce que nous faisons. Des gens qui rient trouvent souvent que ce qu'ils regardent est encore plus drôle. Des gens qui dansent disent souvent que la musique est meilleure pendant qu'ils sont en train de danser. Et des gens en colère trouvent souvent que le monde est plein d'agressivité. Il s'agit d'un domaine de recherche scientifique entièrement nouveau, dont le principe essentiel est que nos corps sont des sortes de territoires inexplorés. Quand on sourit, on a tendance à être plus heureux. Il y a eu toute une série d'études qui ont montré que notre expression influençait notre état émotionnel. Quand on se rapproche de quelqu'un, on a tendance à l'aimer davantage. Quand on évite quelqu'un, qu'on se recule, on a tendance à moins l'aimer. En gros, si j'évite vos paroles en me reculant, je serai moins intéressé que si je me rapproche et je vous dis « c'est très intéressant ». Voilà ce qui est intéressant. Plus curieux encore, l'angle sous lequel nous regardons les gens affecte notre façon de les voir. Quand nous regardons les gens d'en bas, nous ne ressentons pas la même chose que quand nous les regardons d'en haut. Même si nous pensons que nos cerveaux sont neutres, Josh Davis explique que le fait de prendre une expression sceptique rend moins crédible ce que nous regardons. Alors couvrir grand les yeux et la bouche rend tout plus plausible.
Le simple fait de prononcer le mot « wa » de manière théâtrale, même sans raison, nous donnera parfois l'impression qu'il se passe quelque chose de formidable, même s'il ne se passe absolument rien. Wa fait partie de ces mots qui entraînent instantanément une réponse émotionnelle. Wa. Le même principe s'applique à l'ensemble du corps. Qu'est-ce qui se produit en moi si je lève le pouce? Et qu'est-ce qui se produit si je lève un autre doigt qui envoie un type de message très différent? Si je m'approche de vous et que je vous dis « Hey, content de vous voir », ça influence ce que vous pensez de moi. Et si vous venez vers moi en me faisant « Hey », il se produit aussi des modifications chimiques dans mon corps qui changent ma façon de vous voir. Nous savons que ces gestes affectent nos pensées et nos sentiments. On pourrait les définir comme des sortes d'amorces. L'action amène le sentiment à laquelle elle est associée. Elle peut générer un sentiment d'hostilité ou d'amitié, et ça nous influence. Certaines recherches s'intéressent à la posture voûtée et aux sentiments dépressifs qu'elle entraîne. Si une personne baisse le regard, comme si elle était déprimée, sa posture peut faire naître en elle un sentiment de tristesse, voire un état dépressif. Est-ce que c'est la posture du perdant? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui, Les épaules rentrées, la tête penchée en avant, c'est ça? c'est ça. Les épaules rentrées, le regard baissé, ce genre de choses a une influence sur ce que nous ressentons. Si je suis tout tendu, je ne ressens pas la même chose que si je suis décontracté. On suppose inconsciemment qu'il y a une séparation entre l'esprit et le corps, et c'est ça qu'il faudrait changer. Nous sommes nos corps, il n'y a pas de séparation. Si notre façon d'agir peut nous rendre joyeux, intéressés ou furieux, est-ce qu'elle peut également nous faire tomber amoureux? On pourrait dire que j'ai piraté l'amour, en quelque sorte. L'amour est toujours perçu comme quelque chose de très mystérieux, quelque chose qui nous échappe. Je suis convaincu que l'amour n'est pas obligatoirement mystérieux et que nous pouvons agir sur ce que nous ressentons dans nos vies. La plupart d'entre nous pensent que l'amour nous échappe forcément, que c'est une fatalité voulue par les étoiles. Notre objectif, c'est de trouver l'âme sœur et de laisser la magie de l'amour opérer. L'étude que le docteur Epstein a menée sur les mariages arrangés, une pratique qui perturbe la majorité des Occidentaux, révèle un fait surprenant. Dans les mariages arrangés, les gens ont le sentiment de ne pas avoir le choix, alors ils adoptent des comportements amoureux, à tel point qu'ils transforment parfois leur partenaire en âme sœur. Il y a des gens qui regardent mon travail et qui pensent que je défends les mariages arrangés. Je n'ai jamais défendu les mariages arrangés. J'ai regardé un certain nombre de mariages arrangés dans lesquels l'amour s'est construit au fil du temps, si bien que je comprends mieux comment cela fonctionne. Epstein pense qu'il est capable de faire tomber n'importe qui amoureux. Pour savoir si le professeur Epstein a réellement piraté l'amour comme il l'affirme, il y a un moyen très simple. Tester certains de ces exercices d'amour ici et maintenant. Le premier se nomme la contemplation de l'âme. C'est une pratique qui s'appuie sur un vieil exercice d'intimité tantrique. Au lieu de détourner les yeux instinctivement, les gens se regardent fixement. Dans la contemplation de l'âme, les gens se regardent dans les yeux. La seule différence, c'est que chacune des deux personnes essaie de fixer son regard sur celui de l'autre. C'est un principe assez simple. Un regard figé est souvent porteur de menaces. Pourtant, la recherche sur la fixation du regard suggère qu'un contact visuel prolongé, même simulé, peut générer des sentiments de compassion, d'empathie et de complicité, en raison de la force de ce qu'on appelle les comportements miroirs. La recherche sur les liens amoureux montre que chacun est le miroir de l'autre. Se regarder fixement, c'est avoir un comportement amoureux.
Est-ce pour cette raison que la fixation du regard est capable de faire naître un sentiment amoureux? J'aime beaucoup cet exercice. Chez moi, ça fonctionne vraiment bien. À un moment, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je vous regardais. Je sais bien que ça fait maintenant 2 heures que je vous regarde. Pourtant, j'ai eu l'impression que je vous voyais vraiment pour la toute première fois. C'était assez étrange. Plus étrange encore, Epstein a eu l'idée de développer ce prochain exercice d'amour en s'appuyant sur des expériences de sa propre vie amoureuse. Nous sommes tellement maladroits dans nos relations amoureuses. C'est pitoyable. Il y a de nombreuses années, j'ai vécu une relation avec une femme. C'était une femme merveilleuse, qui avait une fille merveilleuse. Et pendant 2 ans, elle a tout fait pour que je lui dise « je t'aime ». Et je ne lui ai jamais dit. Aujourd'hui, c'est du passé, mais avec le recul, je me dis quel idiot j'ai été. Quel incroyable idiot j'ai été. C'était une personne vraiment, vraiment merveilleuse, qui m'adorait. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Pourquoi ai-je été incapable de prononcer ces mots? Avec le recul, j'ai compris que si je lui avais dit cette fichue phrase, si je lui avais dit « moi aussi, je t'aime », je suis convaincu que j'aurais été envahi par une vague d'émotions. Je pense que ça aurait déclenché un flot de sentiments que je ne faisais que retenir. Nous avons emmené le professeur Epstein sur une plage voisine afin de tester sa théorie sur des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Epstein leur a présenté son exercice le plus célèbre, le jeu du « je t'aime ». Dans ce piratage amoureux, des gens doivent se dire « je t'aime ». La seule règle, c'est qu'ils doivent le dire différemment à chaque fois. Je t'aime. Je t'aime, Brent. D'après Epstein, le jeu commence souvent avec un sentiment de gêne. Je t'aime. Mais il déclenche souvent de vrais sentiments amoureux accidentels. Et ce, grâce au pouvoir de la vulnérabilité. Souvent dans une relation, l'un des partenaires est dans la retenue. On observe fréquemment ce phénomène dans les films ou les romans. L'un des deux se dit que s'il met un pied dans ce monde, tout va changer et ça engage beaucoup de risques. Ces mots ont un sens très fort dans notre culture. Et malheureusement, ça se traduit souvent par une réticence à les prononcer. Alors que plus nous prononcerons ces choses-là, plus nous leur donnerons du sens. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Et je sens des papillons dans le ventre. Si 2 personnes se le disent régulièrement, c'est quelque chose de très sain pour leur relation. Est-ce que je peux me permettre de vous le dire après cet excellent entretien? Oui, Je vous aime. moi aussi je vous aime. Venez. Je ne me suis jamais senti aussi proche de vous. En simulant nos émotions, il semblerait que nous pourrions obtenir davantage de ce que nous attendons de la vie. Plus de bonheur, plus de confiance en soi, et peut-être même plus d'amour. Selon le professeur Epstein, tout ceci s'appuie sur une solide science de la psychologie. Pourtant, j'ai rencontré quelqu'un qui a complètement renversé cette hypothèse. En lisant un article paru dans une célèbre revue scientifique, un article de Robert Epstein, je me suis aperçu que les exercices qu'il présentait comme étant d'inspiration scientifique, tous ces exercices qui vous permettent de jouer sur le sentiment de vulnérabilité pour faire naître l'amour, je me suis aperçu que c'était exactement les jeux auxquels je jouais à 12 ans dans mon cours de théâtre. Une seconde. Soyons clairs sur un point.
Les théories et les exercices révolutionnaires d'Epstein sur le piratage amoureux s'appuient sur des dizaines d'études psychologiques sur le comportement, réalisées dans de nombreuses universités à travers le monde. On fait ça dans les cours de théâtre depuis des siècles. C'est la base du théâtre. Par ailleurs, il s'avère que le concept révolutionnaire de posture de force d'Amy Cuddy est aussi un exercice de théâtre très courant qu'on appelle le jeu des positions. Durant cet exercice, les acteurs s'entraînent à jouer différents rôles de pouvoir. C'est un peu le b.a.-ba de la formation d'acteurs. Et j'ai trouvé ça intéressant. Finalement, la science et le théâtre parlent souvent des mêmes choses. Sarah van der Schaaf ne met pas en doute l'aspect révolutionnaire des recherches du professeur Epstein ou d'Amy Cuddy. Elle est convaincue que l'un et l'autre sont sur une piste. Elle est simplement stupéfaite qu'une grande partie de leurs théories reprennent une technique d'interprétation fondamentale. S'ils ont raison, les acteurs ne devraient-ils pas tomber amoureux? Showmance est un terme qui décrit une histoire d'amour entre des gens qui se développent pendant qu'ils sont en représentation. Je pense qu'il y a des showmances dans absolument tous les espaces artistiques, que ce soit les théâtres municipaux, les plateaux de tournage ou Broadway. C'est un terme qui décrit une réalité que connaissent beaucoup d'artistes, c'est-à-dire tomber amoureux chaque fois qu'ils interprètent un rôle. Ma théorie, c'est donc que les gens qui font ces exercices régulièrement, des acteurs en répétition, en formation, etc., devraient tomber amoureux. J'ai voulu savoir si elle était vraie. Et j'ai créé un questionnaire avec notamment cette question. Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu'un sur une production? 78% des sondés ont répondu oui. Ensuite, je leur ai demandé à quelle étape du processus ils avaient développé ces sentiments. Et 93% ont répondu pendant les répétitions. Or, c'est durant les répétitions que l'on fait des exercices très similaires à ceux dont parle le professeur Epstein dans son article. Action. C'est vraiment le même processus. C'est exactement le même processus. Nous sommes amenés à nous sentir de plus en plus vulnérables. Nos défenses s'amenuisent de plus en plus. Nous sommes davantage en demande jusqu'au moment où il y a un rapprochement brutal. C'est le moment où nous commençons à admettre que nous ressentons quelque chose pour l'autre. L'aveu se produit et pan, ça explose. Quand on fait ces exercices, on a l'impression d'être amoureux. Et c'est le cas. Dans l'industrie du divertissement, on fait souvent faire aux artistes des exercices qui sont exactement les mêmes que ceux que je recommande aux gens qui veulent tomber amoureux. Le film Monsieur et Madame Smith illustre parfaitement mon propos. C'est une industrie où les gens sont mis constamment dans une position de vulnérabilité. Et c'est la clé d'une bonne interprétation. À part ces exercices qui visiblement déclenchent l'amour, les acteurs partagent aussi quelque chose qui favorise le rapprochement. Le théâtre et le cinéma contiennent par nature des risques. Et c'est ça qui est excitant. Quand on prend des risques ensemble, ça nous rapproche. Il se crée un lien durable. Ce qui est curieux, c'est que même quand on sait que ce n'est pas réel, le lien se renforce. Ça n'arrive pas dans beaucoup de professions. Ça n'arrive pas si vous êtes pharmacien, par exemple. Alors que dans cette industrie, ça arrive tout le temps. On vous fait faire des exercices qui vous amènent à tisser des liens sur le plan émotionnel. Si le simple fait de répéter la phrase « je t'aime » favorise l'amour véritable, est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi tant d'acteurs tombent amoureux durant les tournages? Les acteurs sont mis constamment dans une situation où ils doivent faire semblant d'être amoureux. Et je vous le donne en mille. L'expérience nous montre que si nous faisons semblant d'être amoureux, nous finissons par tomber réellement amoureux.
Brad Pitt et Angelina Jolie représentent certainement la showmance la plus célèbre. Monsieur et Madame Smith est l'exemple parfait. À plusieurs moments du film, les acteurs se regardent intensément, ils font ensemble toutes sortes de cascades incroyables. Ces acteurs sont tombés amoureux et cela finit par aboutir à une relation sérieuse. Jouer le rôle d'un personnage amoureux vous fait courir le risque de réellement tomber amoureux. Il n'est pas étonnant que ces relations amoureuses soient instables. Les gens finissent par se tromper. C'est classique dans ce milieu. Les acteurs sont alors plongés dans ce processus que j'étudie depuis longtemps maintenant. Ça n'a rien de surprenant. Sa force évidente et de l'émergence de la cognition incarnée, est-ce que le jeu pourrait devenir la nouvelle tendance en matière de santé? Cela pourrait nous aider à devenir plus heureux, à avoir davantage confiance en nous, à faire preuve de courage ou peut-être même à rencontrer le grand amour. En fait, c'est très facile d'apprendre à jouer, mais il y a un problème, et il est de taille. La plupart des gens ont peur de jouer. Pourquoi? Je pense que les gens ont peur de jouer parce qu'ils pensent toujours qu'il faut être authentique et que s'ils montrent quelque chose d'eux qui ne l'est pas, c'est que d'une certaine manière, ils mentent. Notre réticence à jouer pourrait aussi s'expliquer beaucoup plus simplement. Ces chercheuses qui étudient le jeu d'acteur la relient à la théorie de l'esprit. Quand on est très jeune, on n'a pas peur d'interpréter des rôles. On adore ça. Tous les enfants le font. Ils peuvent jouer à être un chien, un gros chat, un camion, toutes sortes de choses. Vers l'âge de 6 ans, on commence à remarquer que des gens nous regardent et que ce que ces gens pensent de nous n'est peut-être pas aussi positif que ce que nous aurions pu l'imaginer inconsciemment un an plus tôt. Si bien que beaucoup de gens qui ont adoré faire ça dans leur enfance sont mal à l'aise par la suite, parce qu'ils savent que des gens les regardent et que la peur d'avoir honte en société les paralyse. Il se peut que ce soit le cas, mais attention. Il est possible en effet que ce concept se vérifie. Peut-être que nous pouvons réellement changer ce que nous sommes au gré de ce que nous interprétons, et que c'est quelque chose que nous pouvons contrôler. Mais visiblement, la plupart d'entre nous avons peur de jouer, ce qui fait que nous ignorons notre réel potentiel. Les théories scientifiques sont également controversées, non prouvées et nouvelles. Si nous réalisions un test en public, si nous allions à la rencontre d'un auditoire particulièrement difficile, voici Idea City, une conférence qui s'adresse aux intellectuels et aux chercheurs. S'il est possible de vivre hors de son corps, c'est probablement le cas de ces personnes. Est-ce que ces gens pourraient être stimulés par les principes fondamentaux de la cognition incarnée? Pourraient-ils la ressentir? Pourraient-ils la mettre en pratique? Pourraient-ils jouer? Place au spectacle. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ce qui est, selon moi, une toute nouvelle forme d'exercice. Mais avant de commencer, j'aimerais accuser Idea City de discrimination. Idea City se décrit comme le plus grand rassemblement d'esprits au Canada. Est-ce que nous ne sommes que des esprits? Est-ce que nous ne sommes que des cerveaux sur pattes? Non, bien sûr que non. Maintenant, j'aimerais que vous baissiez la tête. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez votre corps. Il y a un tout nouveau domaine scientifique qui étudie la façon dont le corps parle au cerveau. Je vais vous demander de faire un exercice très simple. J'aimerais que vous preniez cette posture. Croisez les bras. Parfait. Quand vous adoptez cette posture, vous devenez plus sceptique. Vous devez vous dire, c'est n'importe quoi. Soit, maintenant prenez cette expression. C'est une expression complètement différente. Ouais, voilà. Ouvrez grand les yeux. Ensuite, ouvrez grand la bouche. Maintenant, vous vous dites... Là, ça a du sens. Je commence à comprendre. Dans cette posture, tout devient plausible. Si maintenant vous ajoutez ce petit mot, tout simple, le mot « Waouh ». Waouh.
Vous donnez l'impression de vivre un moment où quelque chose d'important est en train de se passer, même s'il ne se passe absolument rien d'important. Ensuite, j'ai demandé au public s'il voulait tester les théories de la cognition incarnée. Voici le principe. Une chercheuse du New Jersey, nommée Sarah van der Schaaf, s'est penchée sur ce domaine scientifique et elle a découvert quelque chose d'assez curieux. Elle a découvert que tous ces exercices étaient exactement similaires à ce qu'on apprend dans les écoles de théâtre. J'aimerais vous proposer un genre d'exercice complètement différent, qui s'appuie sur l'interprétation. Oui. Cet exercice se nomme le jeu du « je t'aime ». Voilà comment ça fonctionne. Ça part du principe que l'expression « je t'aime » est très tabou. Je t'aime. Merci. Magnifique. Continuez. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant, tournez-vous vers votre voisin ou votre voisine. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Magnifique. Maintenant, la posture de Wonder Woman. Les mains sur les hanches, la tête relevée, les épaules en arrière. Projetez votre force. À l'Université du Michigan, on a étudié ce geste-là. Exactement, oui. Ce geste modifie la chimie du cerveau au point que tout ce qui est en face de vous vous semble beaucoup plus positif. Merci. Vous êtes merveilleux. Merci. Il y a aussi un autre geste qui a été largement étudié. Je suis sûr que vous le connaissez. C'est ce geste-là. Les chercheurs de l'Université du Michigan suggèrent que lorsque nous faisons ce geste, ce qui est en face de nous nous apparaît comme beaucoup plus négatif. Voyons si c'est vrai. Nous allons tenter une expérience. C'est un tout petit exercice. Pour commencer, prenez votre bras droit et tendez-le devant vous, comme ceci. Maintenant, si vous le bougez de cette façon, vous sentirez quelque chose en vous s'activer. Quelque chose d'hostile, de primitif. Je vous conseille même de le faire avec les deux mains. À ce moment-là, j'ai compris que cela fonctionnait. Ces gens sont peut-être des intellectuels surdoués, mais à cet instant précis, ils étaient pleinement dans leur corps. Vous voyez peut-être une salle entière en train de me faire un geste obscène, mais moi, j'ai vu une salle remplie de gens en train de jouer. Ouais! À vous! Attendez une seconde. Nous sommes jugés. Regardez, il y a des caméras qui surveillent tout ce qu'on fait. Des adultes qui nous reprochent de nous comporter comme des enfants. Notre dernier geste sera un geste de rejet. Nous allons rejeter avec force tous ces préjugés. Oui, c'est ça, allez-y! Bien haut! Oui! Je vous aime! Oui! Merci. Merci beaucoup. Shakespeare avait peut-être raison. Et si le monde entier était un théâtre? Nous avons la possibilité de jouer des valeurs humaines universelles qui pourraient peut-être améliorer nos vies. Tom Cruise continue de réaliser d'incroyables cascades en public. Harrison Ford a à nouveau sauvé quelqu'un. Et un professeur de Stanford a publié un essai suggérant que se comporter héroïquement pourrait nous rendre plus courageux. L'interprétation est peut-être un moyen d'accéder à une vie meilleure. Et peut-être qu'il serait bon d'écouter enfin nos corps, simplement parce que nous sommes nos corps. Et même s'il est honorable d'être vrai et authentique, je pense que ça vaut parfois la peine de faire un peu de cinéma. Excusez-moi! Tout cela est faux!